Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup, au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois. Et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages, parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production. Ou alors, regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire que j'ai suivie dans un podcast qui parle de paranormal américaine. C'est en fait une maman qui venait raconter une histoire. Un soir, son mari et elle revenaient d'un autre état et ils étaient entrés dans l'état du Colorado parce que c'est là-bas qu'ils résident. Ils se dirigeaient alors vers leur ville, mais ils traversaient une grande forêt. Arrivant à un niveau, ils voient des formes qui sont au bord de la route. Ils arrivent, ils ralentissent un peu et ils se rendent compte que c'est une jeune dame avec deux enfants, un peu comme des adolescents, donc dans les 15 ans, 16 ans comme ça, deux jeunes garçons. Le mari alors s'arrête. Ils ne savent même pas vraiment pourquoi ils sont arrêtés. Ils se sont dit que bon, c'est une maman avec deux enfants. Ils s'arrêtent. Ils demandent, est-ce que nous pouvons vous aider? Et la femme dit, s'il vous plaît, nous voulons, est-ce que vous pouvez nous avancer? Il n'y a pas de problème. Ils entrent. La famille a dit que dans les 10 minutes qui ont suivi, ils ont senti qu'ils avaient un dème. Parce qu'elle dit qu'elle a eu l'impression qu'elle venait de faire entrer des félins dans le véhicule. Donc, toutes les poils de son corps s'étaient dressés. Donc, elle a senti qu'il y avait danger. Et elle guette son mari la guette aussi. Donc, elle se rend compte que même le mari s'est rendu compte que, gars, ça avait un dème sur eux. Mais malheureusement, les gars sont déjà dans la voiture. Tu ne peux pas parler en leur présence. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est que légèrement, elle envoie la main, elle essaye d'ouvrir le torpedo parce qu'ils étaient armés. Donc, elle ouvre légèrement, mais elle coince avec son genou. Le style que si quelque chose, elle entend seulement, hey, elle sort l'arme rapidement. Pendant qu'ils sont là en train de partir, donc elle dit qu'elle avait fait tout ça. Elle explique un peu comment elle avait poussé son sac pour un peu cacher, pour qu'on ne voit pas ce qu'elle faisait, mais un peu comme si elle se baissait, elle avait rapidement ouvert pour que ce soit prêt. Elle baisse seulement le genou, elle prend l'arme. Elle essaie alors de leur poser des questions. Ah, vous venez d'où? Où est-ce que vous allez exactement? Et les gens, la dame dit que non, nous sommes sortis marcher et nous voulons juste, nous allons descendre avant la ville. C'est à ce moment-là que la femme demande, et votre véhicule est tombé en panne ou? Elle dit qu'elle ne sait même pas pourquoi elle avait pensé que le véhicule était tombé en panne parce que c'est qu'elle pose la question qu'elle se rend compte que, attends, on n'a vu aucun véhicule en route, ni dans les aires d'arrêt. On n'a pas vu le véhicule. En fait, pourquoi est-ce qu'on a même porté les gens ici? La dame dit que non, nous n'avons pas de véhicule, nous sommes juste en train de marcher. Elle dit, ok, bon, moi c'est elle et mon mari c'est elle. Alors qu'ils avaient déjà dit ça quand ils s'étaient arrêtés, elle leur avait dit bonjour. Moi c'est elle, mon mari c'est elle. Elle demandait, et vous? Elle dit que la femme a hésité et leur a donné 3 noms. Mais elle sentait que ce n'était pas leur nom. Parce que c'est comme si elle créait les noms au fur et à mesure qu'elle les prononçait. Un peu comme, ce n'était pas leur nom, ce n'était pas naturel. Elle n'a pas donné les noms naturellement. La femme dit seulement que, ok, là alors on a cherché, on a trouvé. Non? La femme reste, elle a encore essayé un peu de demander des petits trucs, mais la femme n'était pas vraiment dans la conversation. Elle était froide, elle était absente, elle était froide, elle était déconnectée.
Finalement, quand ils arrivent à peu près à 1 heure de leur ville, d'entrer dans leur ville, la dame dit, nous allons descendre ici. Gars, elle dit que son mari et elle, ils n'ont même pas essayé que non, vous êtes avec les enfants, est-ce que vous voulez qu'on vous aide, est-ce que... Ils ont seulement freiné, ils n'ont même pas bien garé. Son mari a seulement débloqué les portières que, pardon, descendez. Quand les gars sont descendus, son mari a démarré. Et pendant qu'il partait, la femme dit qu'elle les a suivis longtemps du regard à travers les rétroviseurs. Elle regardait, jusqu'à ce qu'elle les perde. Mais les gars étaient là, au bord de la route. Ils n'ont pas bougé. Comme s'ils attendaient encore un autre autostoppeur ou quelque chose comme ça. La femme dit qu'elle, qui ne savait même plus comment prier, elle ne se souvenait même plus le simple Notre Père. Elle ne savait plus. Elle savait tout juste qu'il fallait prononcer Jésus, 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 Jésus. Excusez-moi. Qu'il fallait prononcer Jésus, Jésus. Elle dit que c'est comme ça qu'elle est entrée dans la ville. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle se demandait seulement que, hey, si je ferme les yeux là. Elle dit que quand ils sont arrivés à la maison, elle a regardé dans le porte-bagages, elle a regardé sous la voiture. Elle ne sait pas par quel miracle il serait entré dans le porte-bagages sous la voiture, alors qu'elle les a vus au bord de la route pendant que la voiture s'éloignait. Mais elle dit que toutes sortes d'images passaient dans son esprit. Mais heureusement, rien n'est jamais arrivé. Elle s'est toujours demandé, mais qui est-ce que nous avons porté? Qui est-ce que nous avons déposé? Qu'est-ce qu'il faisait en pleine nuit? En plus, elle dit que c'est la forêt sur des hectares et des hectares, c'est la forêt. C'est un parc carrément national là-bas. Dans la famille, qu'est-ce qu'on va dire? Vivons seulement, n'est-ce pas? Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour à toi DMG ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu auras ce voice. Moi c'est disons la muse de Douala et je t'écoute religieusement. Donc aujourd'hui on dira que c'est mon baptême de feu car très souvent je t'écoute et je me suis dit pourquoi pas il serait peut-être intéressant de partager aussi quelques histoires avec toi. Euh, Déjà, l'histoire que je viens de te raconter ici, c'est celle de ma ménagère. Alors, un matin, ma ménagère, qui est d'un naturel joyeux, est arrivée chez moi avec une tête d'enterrement. Et moi, étonné par la situation, je lui demande ce qui ne va pas, pourquoi elle a une tête d'enterrement, pourquoi elle tire une tête d'enterrement, et à elle de me faire savoir qu'elle est victime d'une chasse aux sorcières de son pasteur. Et voilà, moi, déjà, elle était dans une église de réveil de la place. Bon, connaissant ma perception de l'église de réveil, bon, elle était un peu sceptique, car elle savait que je l'ai toujours mis en garde face à ces vendeurs d'illusions et tout. Bon, toujours est-il que, qu'est-ce qui s'est passé, du moins. Alors, elle me fait savoir qu'un de ces quatre, lors d'une course au marché, elle est tombée sur un couple ami qu'elle avait perdu de vue depuis environ 3 à 4 ans. Et principalement sur le mari de sa copine. Celui-ci, après quelques échanges et tout, elle lui demande comment va ma copine, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu et tout. Et lui faisant savoir, maman, laisse comme ça. Ta copine, je ne sais pas, j'ai déjà fait des tours, je suis déjà passé partout, mais elle est souffrante. Et partout où on va, on ne trouve rien, mais son état ne fait que s'empirer. Je sors même comme ça encore d'une église là, mais il n'en est rien. Et à elle de lui faire savoir, tu sais, bon, je vais te faire une proposition, je vais en parler à mon pasteur, parce que je vois bon nombre de personnes qui font le tour dans notre ministère, comme ils aiment si bien le dire, et qui ont pu trouver guérison. Et le monsieur dit, ah, ok, maman, vas-y. Tu sais, quand on est dans les temps dans lesquels je suis, on ne refuse plus l'aide de quoi que ce soit. Et déjà, c'est un monsieur assez fortuné. C'est comme ça qu'elle arrive dans sa congrégation. Elle en parle à son pasteur. Elle lui fait état de ce qu'elle aurait une copine comme ça, comme ça. Ce dernier dit, non, mais c'est un petit problème. Tu n'as qu'à leur passer mon contact et qu'ils puissent prendre la tâche avec moi, qu'on essaie de caler tout ça. Ce qui a été fait d'ailleurs. C'est ainsi que ils prennent rendez-vous. Le couple en question, le couple ami prend rendez-vous avec le dit pasteur et arrivé là-bas, dès que le pasteur les a rencontrés,
Il se met à sourire, il dit au monsieur, ah non, ne t'inquiète pas, c'est rien. Quand je vois déjà ta femme, je sais ce qu'il y a et tout. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te savais, on ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance et tu verras. Et c'est comme ça, comme c'était un monsieur, je laisse si bien mentionner, fortuné. Avant de partir, il laisse une enveloppe de 150 000 au pasteur. Comme quoi, pour ta bière ou bien, voilà, un truc comme ça. Maintenant, le pasteur en question dit au monsieur, ce qui va se passer est que ta femme devra venir à mon église et elle devra passer la nuit ici pendant 5 jours ici. Et au 6e jour, elle te reviendra et tu verras qu'elle aura trouvé pleinement la santé. Bah, excuse-moi, je ne sais pas si je suis assez rapide, mais c'est parce que je ne veux pas être aussi trop long. Voilà. C'est ce qui a été fait le lundi. Disons lundi, la femme est rentrée à l'église. Effectivement, elle dormait à l'église. Et elle fait savoir que lorsqu'elle est arrivée la première nuit, elle a dormi tranquillement aux environs de minuit. Il est venu, ils ont prié. Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit. Maintenant, la quatrième nuit, le pasteur est venu dire à la dame, en journée, il a fait savoir à la dame que demain, c'est le dernier jour. Et lorsque tu seras couché, je vais venir faire la prière comme d'habitude. Je vais t'appeler 3 fois. La première fois, quand je vais t'appeler, ne réponds pas. La deuxième fois, ne réponds pas, mais uniquement la troisième fois que tu devras répondre. Et ce qui a été fait le 5e jour, la dame, le pasteur est arrivé, comme d'habitude, il a fait ses prières. Si jamais c'était des prières ou c'était des mantras, il a appelé la dame une fois, il a appelé la dame une deuxième fois et il a appelé la dame la troisième fois. Et ainsi, la dame a observé les recommandations qui lui avaient été données. Elle s'est levée, c'est comme ça qu'ils ont causé et tout. Il a fini la prière. Il lui a dit d'enlever les vêtements. Voilà, parce que j'ai omis un paramètre. Il y a une robe blanche comme les robes de nuit qu'il lui avait données. Donc, la nuit, c'est avec cette robe qu'elle dormait à l'église, qu'elle restait, faisait des prières et tout. Donc, le dernier jour, il lui a demandé d'enlever ce vêtement et de rentrer chez elle. Il lui a donné de mettre ses vêtements à elle, mais il a gardé le vêtement et lui faisant savoir que comme elle est en train de rentrer là, il était question pour elle d'arriver chez elle sans jamais se retourner, peu importe ce qu'elle suivrait derrière elle. Parce qu'elle a quitté l'église environ de 5h30. Et ce qu'elle a fait, elle est rentrée chez elle, elle a dit à son mari ce qui s'est passé. Sauf on aurait dit qu'après, être sortie de l'église 2 jours après, la situation de cette dame s'est encore empirée. C'était des crises à n'en point finir. En fait, elle a commencé à vivre un tourment que son mari, durant toutes ces années de mariage, n'avait jamais vu. Mais c'est ainsi qu'il se dit, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. On dirait que depuis que ma femme est sortie de cette église, sa situation s'est encore envenimée comme ce n'est pas permis. C'est donc comme ça que, une fois de plus, il se retrouve encore dans des démarches et tout. Et un autre gars lui dit, mon frère, il y a un pasteur au niveau de la casse qui fait des merveilles. Je ne sais pas si tu peux y arriver. Et comme c'est quelqu'un qui veut absolument que sa femme trouve guérison, il dit, allons-y, mais je suis fatigué de ces histoires de pasteur vraiment et tout. C'est comme ça qu'ils arrivent un dimanche à l'église. Et lorsque ils arrivent à l'église, vu qu'ils n'ont pas été annoncés et ils ne connaissent pas véritablement comment ça se passe, ils prennent place à l'église sans dire mot, en observant, en espérant qu'au sortir de la messe, ils pourront se rapprocher du pasteur. Dès que le pasteur entre et qu'il monte sur la chaire, il n'a pas encore commencé son sermon, qu'il dit, attention, il y a quelqu'un qui est ici là pour un problème urgent, très urgent. Je ne sais pas trop qui c'est, mais qu'il vienne rapidement, très rapidement là. Et c'est comme ça que ces derniers se rapprochent. Ces derniers se rapprochent du pasteur. Et et quand ils arrivent, le pasteur en question se met à rire. Il se met à rire, il se met à sourire. Il leur dit, il demande au monsieur en question, pourquoi est-ce qu'on a enterré ta femme? Et le monsieur qui ne comprend rien, qui dit, enterrer ma femme, comment? Il dit à la femme, pourquoi on t'a enterré? La femme aussi est perdue, elle se dit, non, on ne m'a pas enterré. Il dit, pourtant, je te dis qu'on t'a enterré.
Mais il insiste et il se rend compte que, hey, apparemment, il se pourrait que la femme même soit perdue. C'est là où il pose bon nombre de questions et il lui dit, est-ce qu'on a enterré quelque chose qui t'appartient? En fait, quand la femme fait le feedback, elle se souvient que le dernier jour dans l'église précédente, lorsqu'elle s'est levée pour partir, elle dit lorsqu'elle a enlevé sa robe de nuit, elle se souvient que le pasteur, parce qu'il y a une vitre, est allé comme derrière l'église et il a creusé un trou, il a mis. Donc elle se disait qu'il jetait juste la robe. C'est donc comme ça qu'il lui fait comprendre que c'est un rituel qu'il faisait où il a encore embrigadé davantage ton esprit ou c'est ton âme dans la terre et tout et tout. Et donc, il continue, en fait, ce commerce qui avait déjà été fait sur ton âme. Donc, c'est ainsi qu'il a fait savoir qu'il faudrait tout faire pour récupérer ce vêtement, ramener ça dans son église et détruire ce vêtement. Mais ceci dit, il faudrait prendre cela une fois. Parce que si le pasteur en question précédent s'apercevait qu'ils sont venus récupérer ces vêtements, ils pourraient cacher le vêtement et tout, et ce serait très compliqué. Voilà. C'est ainsi que l'homme, le mari de cette dernière, muni de 2 policiers, ont fomenté un plan. Et un jour, il appelle le pasteur précédent. Déjà, l'église, c'était à Bonamoussadi. Pour ceux qui connaissent un peu Douala, précisément dans le quartier Bolanga, il y a plein d'églises, donc je n'ai pas nommé l'église, mais une église de réveil en tout cas. C'est ainsi qu'il appelle le pasteur un matin et le mari en question disant au pasteur que pasteur, vraiment, ma femme, elle se porte bien et je suis plutôt satisfait. J'aimerais passer te voir pour te donner un jus. Et comme ces derniers sont toujours friands d'argent, il lui dit, ah oui, ça tombe bien, non, vas-y, je suis même encore à l'église, comme ça. Et c'est ainsi que le monsieur s'est ramené aux environs de 5 heures à l'église avec les hommes en tenue. Et quand il a dit au pasteur ce qu'il était, ce dernier a voulu nier. Et sous la pression, il a dit, ça va, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit, parce que vous savez, dans cette église, il y a toujours des gens qui dorment là. C'est ainsi qu'ils sont allés derrière l'église, ils ont sorti le vêtement et ils sont rentrés avec le, le vêtement en question. Donc maintenant, ma ménagère souffre du fait que ce soit elle qui ait ramené ses amis dans l'église. Elle n'a jamais dit mot à ce sujet à quelqu'un à l'église, mais le pasteur a commencé à faire une chasse aux sorcières de peur que son secret soit dévoilé et qu'il puisse perdre toute crédibilité dans son ministère. C'est pourquoi il a tout fait pour qu'elle soit excommuniée de la dite église. En un mot comme en mille, s'il fallait retenir une chose, c'est tout simplement de dire aux gens que même le diable s'habille parfois en ange de lumière, comme il est si bien dit dans la Bible, et parfois les gens viennent avec des apparences de brebis, mais ce sont des loups qui sont là pour vous éventrer. Donc faites attention quand vous rentrez dans les églises et sachez que ce n'est pas tous ceux qu'on appelle pasteurs qui font l'œuvre de Dieu. Bonne journée à vous. J'espère ne pas avoir été très long. Surtout, je partagerai d'autres histoires si l'occasion m'est donnée. Likez, abonnez et commentez. Partagez surtout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 3e histoire. Bonsoir DMG TV. Bonsoir à la famille. Comment vous allez? Je vais raconter l'histoire que mon père m'avait conté ça. Il dit qu'il a commencé à travailler. Il avait son collègue qui était en même temps pour lui comme son meilleur ami. Et cet ami-là, il habitait à Koumansi. Koumansi, c'est un quartier d'Abidjan. Cet ami-là, il était en couple avec une femme depuis près de 8 à 9 ans. Il n'a jamais vu les parents de cette femme-là. Et un jour, sa femme-là était allée au marché un samedi. Parce que vous savez, les samedis, les banquiers ne travaillaient pas avant. Parce que mon père même était banquier. Voilà. Donc, c'est les samedis, il ne travaillait pas. Et la femme était nourrice. Elle a laissé son bébé à la maison avec son mari pour aller faire le marché. Et c'est comme ça, après, quelques temps après, il y avait un monsieur qui est venu avec 2 jeunes hommes. Ce monsieur, il s'est présenté aux collègues de mon papa là, comme son beau-père. Il est le papa à sa femme. Donc, le monsieur il avait donné à boire, tout et tout. On dit, ah, ma femme est partie au marché, donc vous allez l'attendre. Et ils attendaient là, ils attendaient la femme là.
Et puis, quand la femme était proche de la maison, la servante elle était au dehors là-bas, elle a vu, elle était en train de mettre les habits au soleil. Elle dit, ah maman, elle dit, ah tante, il y a ton papa qui est quitté au village, il est venu. Elle dit, d'accord, tiens un morceau du marché là, faut te poser ça dans la cuisine, j'arrive, que je m'aille acheter quelque chose à la boutique. La femme est partie comme ça, elle a disparu, elle est partie. La servante, elle attend. Elle a préparé le foutu. Tout ça là, son papa dit, non, merci, je n'ai pas faim. Ils sont durés jusqu'à la femme ne vient pas. La femme ne vient pas, elle ne vient pas. Son papa dit, ah, mon fils, je suis venu te parler. J'ai appris que ma fille, elle est ici. C'est pourquoi, de bouche à oreille, je suis venu voir ici. Ma fille, là, elle est décédée. Ça fait 10 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée au village là-bas. Nous sommes aussi attirés comme toi. Nous sommes dans l'épée. Son mari dit quoi? Ma femme, hein? Ça fait longtemps, près de 8 ans que je vis avec ma femme. Voici son premier enfant. Voici son deuxième enfant. Et vous dites que ma femme est décédée. Ça veut dire quoi? C'est que cette histoire-là? Donc, là, le monsieur dit, non, ma femme n'est pas décédée. Vous racontez quoi? Le monsieur, le vieux dit, je te dis que c'est ma fille, elle est décédée. Donc, c'est parce qu'on a appris que qu'elle a envie, on était étonnés, on était venus nous-mêmes pour voir. Mais depuis elle est partie, ça veut dire qu'elle a su qu'on devait venir, c'est pourquoi elle est partie. La servante a commencé à trembler. Le monsieur dit, c'est faux. C'est vous qui avez fait fuir ma femme. Ramenez-moi ma femme. Je suis avec ma femme depuis 8 ans. On a 2 enfants. Vous venez me raconter les bêtises que ma femme est décédée. Ma femme n'est pas décédée. Je veux ma femme. Donnez-moi ma femme. C'est vous qui avez fait que ma femme a disparu. Donnez-moi ma femme. Le monsieur du papa dit, ah, je te dis que ma femme, ta femme là, c'est ma fille. Il dit, la fille est décédée. Je me suis dit, d'accord, c'est pas vrai. Le monsieur dit au vieux là que, quelle preuve vous avez pour dire qu'elle est décédée? Il dit, mais ça tombe au village là-bas, à l'épée là-bas. C'est d'accord. Le monsieur dit au vieux là, dormez ici. Demain, on va partir. Demain, dimanche, on va partir à l'épée. Et dimanche, là, comme à l'épée n'est pas loin d'Abidjan, dimanche, ils sont partis au village. C'était même dans la journée même. Vers les 10 heures déjà, ils sont déjà à l'épée. Ils sont arrivés là-bas. Les gens même étaient étonnés même. Photos de la fille, tout ça là, toutes ces affaires. Depuis là, ils ont gardé sa cantine d'habits, ils ont gardé tout ça là. Ils sont partis. Ils sont partis accompagner le monsieur à la tombe. Sur la tombe de sa femme. C'est ici que la femme est enterrée. Le monsieur là, il n'en revenait pas de ses yeux. Il a pris ses affaires, il a pris ses clics, clac, il est parti à Abidjan. Et il a dit à ses enfants, au vieux là, que c'est vous qui avez fait que ma femme est partie. Et revenante ou pas revenante, moi je vivais avec ma femme, on était vraiment dans une harmonie pas possible. Vous êtes venu me faire partie ma femme, les enfants là. Et le vieux là, mais il voulait les enfants là. Le monsieur là dit pas possible. Que les enfants là, c'est mes enfants. Puis c'est comme ça que mon père m'a raconté l'histoire là. Donc, partagez, likez, commentez. Et puis vous-même, vous allez dire votre conclusion par rapport à la morale de cette histoire. Merci. Merci à la famille. Partagez, likez encore. Et puis bon, voilà, au revoir dans une autre histoire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. Bonjour, bonsoir, la famille DMG, la communauté DMG. Voilà, je suis revenue vous raconter une autre histoire. Un truc qui a été vécu dans mon quartier au Congo. C'était une jeune fille de 30 à 35 ans, même pas 35, donc 30 à 32 ans. On va dire la jeune fille s'appelle Mireille. Mireille, c'était une fille normale, une fille tranquille. Elle vit sa vie, quoi. Elle se cherche. Elle n'est pas dans la vie de débauche. Elle n'est pas dans les histoires. Non, elle, c'est juste, elle tombe sur un gars, elle fait sa vie. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. Maintenant, un jour, Mireille tombe sur un bon tonton. Un bon papa même. Tonton même, c'est peu. Un bon papa.
Donc, tonton Moko, il y a soin, comme nous chez nous au Congo, on dit tonton soin pour dire un papico qu'on les appelle chez nous, quoi. Un monsieur qui a un peu d'argent, poche bien blindée, voiture, maison et tout. Mireille tombe sur le papa. Le papa lui dit, hé, petite Mireille, c'était le genre de fille un peu, bon, pas très grande de taille, un peu 1m60, des cuisses, des formes, la femme africaine, quoi. Eh, petite obazo pesa elengi, comme chez nous on dit. Les petites qui dégagent un peu, hein, qui donnent un peu le goût, qu'on dit tu donnes pas le lait. La petite en question, le papa lui dit que tu me plais et tout, mais moi je ne suis pas mariée. Par contre, j'ai un enfant. J'ai un enfant qui a un problème mental, une fille qui a un problème mental. Sa mère, elle est morte depuis qu'elle était petite, c'est moi qui m'en occupe et tout ça là et tout. Moi, je veux t'épouser, je veux du sérieux. La fille dit que je suis tombée sur un grand poisson comme ça, vraiment de laisser le grand poisson, le grand papa partir. Jamais. Moi, je suis seulement là, je lutte. Maintenant, Mireille est partie expliquer à sa maman. Sa maman dit que, ok. Moi aussi, c'est pas l'argent qui m'intéresse, hein, ma fille. Mais si tu trouves que toi et le tonton, ça donne, vas-y, présente-nous le tonton, qu'il vient t'épouser devant la famille de ton père et nous t'honorer. Nous, il n'y a pas de souci, on te souhaite bon vent. Le tonton s'y venait là voir Mireille et tout. Il a fait le nécessaire, tout ce que la famille a demandé pour épouser Mireille. Mireille est partie dans son foyer. Tout se passait bien. La fille n'a pas à se plaindre. Oh, Dubaï. Oh, elle veut aller où? Oh, elle veut aller acheter quoi? Elle veut aller au Japon, en Chine, Guangzhou. Chez nous, on appelle Chine Guangzhou. Apparemment, il y a une ville en Chine là-bas, ça s'appelle Guangzhou. Moi, je ne suis jamais allée, mais nous, on sait seulement Guangzhou. C'est là-bas qu'on part acheter des trucs. La fille, elle part. Maison, elle marche dans les grandes voitures V12. Il y a une voiture qui a régné en période là au Congo, on appelait ça V12. Elle est dedans avec... Je dis que la fille de son mari, malade mentale, mais elle l'aime d'une façon... Genre, malade mental chez nous au Congo, on dit Hermo perdre réseau. Pour dire que parfois, il y a des heures où elle perd un peu des réseaux, mais elle aime Mireille collée serrée. Tu vas même croire que c'est la fille de Mireille. La fille, elle avait dans les 22 ans, 25 ans comme ça. La fille commençait à dire à son papa, elle dit que, papa, tu sais que nga Mireille n'a lingaka Mireille. Genre, moi, Mireille, moi, j'aime Mireille beaucoup. Je ne veux pas la perdre. Maintenant, la fille, quand elle reste à côté de Mireille, dit Mireille, moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mireille dit, mais moi aussi, je t'aime, ma fille. Lui dit, quand tu pars en voyage comme ça, la fille lui dit toujours, quand tu parles, la fille de son mari, pardon. Elle dit, quand tu pars en voyage comme ça, là, il faut toujours revenir, pardon, je ne veux pas de soucis. J'ai été trop affectée de ma vie. J'ai des problèmes mentaux, mais il y a des choses que je comprends. Il faut que tu reviennes. Moi, je t'aime beaucoup, tu me plais. Et il y a un truc que j'ai oublié de souligner. Mireille, chez elle, elle avait un sentinelle, un homme, et une dame de ménage, plus la fille de son mari, et son mari elle-même, ce qui fait 6 personnes chez elle. 6 personnes, hein? Donc sentinelle, dame de ménage, Mireille, son mari. Donc ça fait 5 personnes plutôt, excusez-moi. 5 personnes chez elle. Ils vivaient comme ça. Maison coin-ti-coin, comme chez nous de l'Obakana Congo. Une belle baraque quand tu vois comme ça. Oh, son mari, un bon papy coco de 55 ans, 60 ans là. Les papas qui se mettent, mais il a un gros ventre. Les papas qui ont toujours des cigares dans la bouche, des chapeaux, cannes, costumes. Quand il pompe le parfum, toi-même tu peux tomber dans les pommes. Oh, ouais. Le monsieur, il est passé. Oui, ça c'était le mari de Mireille. Un monsieur très respectueux qui parle peu, qui ne parle même pas beaucoup. Quand tu viens chez lui comme ça, tu sais que tu vas sortir avec des sommes d'argent qui peuvent même te troubler la tête. Ça, c'était le mari de Mireille. Maintenant, un jour, la maman de Mireille se balade, en fait. Se balade, croise une de ses amies sur la route. La maman de Mireille, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Comment tu vas? Oh, ça va très bien et tout. Maintenant, la camarade commençait à lui demander les enfants. Toi, tu demandes, non, on a épousé ta fille. Ta fille s'est mariée avec un type qui est riche et bien.
Ah, ok, donne-moi l'adresse, un jour je vais passer à la maison et tout pour voir un peu Mireille, c'est ma fille, je l'ai lavée, je l'ai vu comment elle était née et tout ça là et tout. Quelque temps après, la camarade vient rendre visite à la maman de Mireille. En parlant de Mireille. Attends, je vais te présenter le mari de Mireille sur les photos. Tu vas voir le mariage de Mireille, comment c'est passé. Et la fille, là, nous a honoré. Tout le quartier, tout le quartier était bien. Chaque décembre, tout le quartier. Et Mireille, vraiment, moi, dans ma lame, la maman commençait à faire les éloges sur sa fille. Moi, dans ma lame et tout. Une bonne fille. Excusez-moi pour la traduction. Maintenant, quand elle sort le téléphone, elle montre, oh, la, 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 la copine de la maman dit, eh, mais le monsieur là, moi je le connais, non? Le monsieur a couffé la moitié. La maman de Mireille dit, oui, je suis au courant. Genre, la dame dit, mais ce monsieur, moi, je le connais. Le monsieur, là, elle avait une femme. Sa femme était morte, sa femme légitime. Ils ont même eu un enfant. La maman de Mireille dit, oui, je sais. Et la fille en question, c'est la fille où Mireille s'en occupe. Elle vit avec Mireille et tout. C'est une fille vraiment... Ah, non, 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 non. Elle dit, mais je connais cette fille. Elle dit, eh, mais le monsieur, il est devenu riche. Il est devenu riche à quel moment? Il a dit, le monsieur, là, quand sa fille est née, le monsieur, là, vivait dans un bus. Nous, au Congo, on appelle ça 207 DMG. Je sais pas au Cameroun comment je peux signifier le 207. C'est ça, le monsieur, il a bouli, ça, genre pour faire, le monsieur faisait le bus la journée. Des fois, le bus, là, même tombait en panne encore. C'était les sœurs du quartier qui cotisaient tellement. Ils vivaient dans une vie très difficile. Et donc, le matin, comme ça, il devait se réveiller pour aller faire le bus. Le soir, rentrer, donner l'argent à sa femme. Partir, sa femme va partir encore au marché avec le bébé. Le bébé va nourrir encore le bébé. Des fois, même, il n'y avait même pas le pain pour nourrir le bébé. Vu que la maman devait allaiter le bébé, il n'y avait même pas le lait. Et aujourd'hui, le monsieur, il a l'argent comme ça. Mais sa femme est morte. D'une mort très bizarre. On n'avait même pas compris. Le monsieur est devenu riche comme ça. Oh, je connais bien sa femme. Sa femme, c'était ma copine. Oh, la femme, la copine de maman Mireille dit que, oh, mais sa femme même dormait dans le 207 là, dans le bus là. C'était ça leur maison. Donc la journée, ça fait bus. Le soir, ça fait maison pour eux. Le monsieur est devenu riche comme ça. C'est lui qui a épousé notre fille. Ah, mais le monde est petit, hein? Pas de souci. Un jour maintenant, la maman aussi, la copine là, c'est passé, hein? 2 mois, 3 mois, faut dire 4 mois après, la maman passait comme ça, croise maintenant le mari de Mireille, dit que, ah, papa, on va dire papa Anto, bonjour, comment tu vas? Ah, ça fait longtemps, tu te souviens de moi? Dit, ah, comment je peux t'oublier? Toi qui as donné ton panne le jour où ma femme avait accouché parce que l'enfant n'avait rien à se mettre dessus. Je peux jamais t'oublier. Comment tu vas? La maman commençait à féliciter et tout, et tout, et tout. Ah, tu vas venir un jour à la maison chez moi pour voir chez moi et tout. Je ne peux jamais fermer les portes de ma maison et tout. La dame dit, ok, pas de souci. Maintenant, le monsieur rentre chez lui le soir, fait asseoir Mireille, dit que, ah, ma femme, tu sais que moi, je t'aime beaucoup, hein. Je t'aime vraiment beaucoup, tu es ma femme, je t'aime, tu n'as même pas idée. Mais, je voudrais que notre business augmente. Donc, je vais t'envoyer en Europe. Ah, Mireille dit que, hé, papa, le level a augmenté. C'était là seulement derrière Dubaï, Guangzhou, Japon. Maintenant, c'est devenu Cotonou, Bénin, pour aller chez des pagnes. Maintenant, c'est devenu Europe. Et oui, je vais t'envoyer pour y vivre. Mais au début, il faut aller me dédouaner les voitures. Après, on verra si tu voudras t'installer avec la petite. Mireille aussi dit que, ah, ok, papa, le papa Anto dit que tu vas voyager lundi. Il faut dire qu'on est mardi de la semaine. Mireille aussi dit, ok, pas de souci. Je dois aller chez ma famille dire au revoir. Le papa aussi dit, pas de souci. Papa Anto aussi dit, pas de souci. Mireille part avec la fille de papa Anto, qui est sa belle-fille chez sa maman. Dit au revoir à son grand frère, à sa maman. Dit au revoir à sa petite sœur. Moi, je vais partir en Europe. Tout le monde est content. Mireille a eu mon bal est le coup, moi. Mireille, traduction. Mireille, elle a eu un homme qui la met en haut, un homme qui la soulève. DMG. La vie si. Mireille aussi, le jour du voyage est arrivé. Tous les sentinelles, les dames de ménage savent seulement que Mireille part en Europe. Maintenant, le monsieur était avec sa femme.
Là, le monsieur dit que maman, on va faire entrer les voitures, les valises dans la voiture. Mais avant de partir, de quitter la maison, de te ramener à l'aéroport. On doit d'abord faire un petit coucou à la maison. Je te vois pour la dernière fois jusqu'à ce que tu arrives, puisque tu es parti pour 3 mois. Le monsieur s'y rentre avec Mireille à la maison, dans la maison. Arrivons au salon là-bas. Et le monsieur ferme la porte du salon. Et Mireille a commencé à voir toutes les étoiles au salon. Le salon est devenu sombre. Elle a vu les apparitions des pygmées. Vous connaissez des gars qui sont courts, 6 gars. Le mari même s'est transformé. Toche noire. Oh, quelle forme le mari avait pris. Mireille elle-même, elle sait ce qu'elle avait vu. On criait sur le mot. Paniqué. Boum. Crise cardiaque, la mort totale, mort subite. Boum. Le mari dit mission accomplie. Il soulève maintenant Mireille, il dépose Mireille dans une chambre, cadavre. Tout le monde sait ce moment, Mireille est partie en voyage en Europe. DMG. 1 mois, 2 mois, la maman dit, Mireille est ici quand elle part à Dubaï. Quand elle part au Japon, Mireille nous appelle. Mireille, comment c'est possible? Mireille, elle est partie. Il n'y a pas de signe. Papa Onto. Ma fille est ouf. Oh, mais Mireille est partie. Moi, j'ai ses nouvelles. Mais il y a juste un problème de réseau là où elle est. Elle va vous appeler. Maman dit 2 mois. 1 mois et demi. Quand on a 2 mois, genre 1 mois et demi, nous rentrons 2e mois. Ma fille ne m'a pas fait signe. Moi, ma fille que j'ai mis au monde, comment je l'ai éduquée, non, ça ne lui ressemble pas. Même si quand on est fâché, ne peut pas faire plus d'1 semaine, ne pas avoir de mes nouvelles. Bon, pour faire court, parce que l'histoire va devenir longue. Maintenant, un jour, le papa, tout le monde commence à s'inquiéter. Parce que la fille aussi de papa, on commence à chercher à parler avec Mireille. Maman Mireille, j'ai pas de ces nouvelles. Elle m'a abandonné vraiment. Qu'est-ce que je lui ai fait? DMG. Mireille dans la chambre, ça commençait à sentir mauvais. Parce qu'elle était devenue cadavre. Le cadavre commençait à sentir mauvais. Le monsieur a fait les pratiques dessus, les choses, mais Mireille commençait à dégager des odeurs où c'était insupportable. Où la dame de ménage commençait à remarquer que dans le couloir, là, ça sentait mauvais. Jusqu'à même à dire à papa, papa, je ne sais pas qu'il y a, on dirait un souris qui est pourri dedans, on doit ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes pour y accéder. Mais ça sent mauvais. Papa dit que c'est ta maison. Toi, tu es venu ici pour faire le ménage, pas pour surveiller les chambres et tout, les quoi. Laisse ma chambre là comme ça. L'odeur là, c'est moi, tu es le seul à sentir ça. Moi, je ne sens pas ça. Et quelque temps après, le papa commença à se poser des questions. Comment ça? Moi, je fais déjà des pratiques ici. Les cadavres ne sentent pas. Comment ça, Mireille peut sentir mauvais comme ça? C'est quoi ton problème? Le papa est rentré dans la chambre. Je vous dis que le monsieur a fouetté le cadavre là. Le monsieur a fouetté le cadavre de Mireille là jusqu'à même, on dirait même, il fouettait quelqu'un qui était vivant. Fouetté, en lui parlant. Tu te prends pour qui? Moi, il y a des filles qui ont fait 3 mois. Le 3 mois, il faut que ça atteigne le 3e mois du 3e jour. Je dois aller partir t'enterrer. Comment ton cadavre peut dégager des odeurs comme ça? Toi, tu peux te lever à moi, tu peux te comparer à moi. Toi, tu es parti me faire de l'argent. Comment ça, tu peux commencer à me faire souffrir comme ça? Tu ne peux pas dégager des odeurs comme ça, c'est pas possible. Jusqu'à même les humains te sentent. Non, ça ne va pas, hein? Le lendemain matin, le papa voit maintenant sa femme. Sa première femme qu'il a eu le bébé ensemble. C'est la femme qui faisait ça parce que la femme avait aidé Mireille là où elle était partie. La femme, elle en avait marre. Elle a dit, toi, papa Onto, je me suis sacrifiée dans notre moment de galère. L'histoire, c'est quoi? Papa Onto, dans leur moment de galère où ils faisaient le bus dans le matin, la journée, et puis la nuit, c'était leur maison. Il est parti voir un féticheur. Le féticheur lui a dit que là où nous sommes là, tu as 2 conditions. Soit tu sacrifies ta femme, elle n'est pas au courant. Soit tu la mets au courant, elle va travailler de l'argent pour toi pendant 20 longues années. Et au bout de 20 ans,
Tu auras toujours ton argent, mais tu n'auras pas le même feu, le même loupemba. Nous, on dit quoi? Le même feu, genre le même fire. Donc, l'argent va commencer à baisser, mais tu ne vas pas retourner dans la moment de galère. Ça sera juste la baisse. À toi de voir. Le papa de Mireille, le papa Anto aussi est rentré, est venu parler à sa femme. Sa femme m'a dit, hé, la vie que nous sommes en train de passer là, papa, moi je veux passer, te laisser prendre soin de l'enfant, ça sera plus mieux. Au moins, je sais que tu vas trouver une femme qui peut prendre soin de mon enfant. Mais moi, là où je suis, là, rien ne garantit que je peux trouver un homme qui pourra prendre soin de mon enfant comme toi, tu peux faire. Toi, tu es un homme, tu auras plus de maîtrise. Moi, je me sacrifie. Donc, quand la femme s'est sacrifiée, s'est tuée, s'est donné la mort, on a caché le cadavre pendant 3 mois. 3 mois, la maman est partie travailler pendant 20 longues années. Le monsieur a pris le goût de l'argent. Au bout de 6 ans, le monsieur est parti sacrifier la tête de son enfant. C'est pour ça que son enfant était devenu bizarre. Hein? Deuxième, nous on appelle ça deuxième tête. Les enfants de visage Schengen, c'est comme ça que nous on les appelle. Excusez-moi pour le terme. C'est pas pour blesser les gens. C'est pas pour blesser les gens, excusez-moi. Mais on les appelle les enfants de visage Schengen. Genre pour dire qu'ils sont un peu, comment dire, pas normal quoi. Physiquement, ça va, mais mentalement, ça ne va pas. Donc, voilà, la fille était devenue comme ça. Stop, toi là, il a commencé à trouver des femmes pour aller pour tuer, pour aller augmenter son argent, son argent. La femme dit que non, on ne s'est pas entendu comme ça. Tu as trop fait du mal. Donc, apparemment, les anciens morts et les nouveaux morts n'ont pas les mêmes privilèges. Voilà pourquoi la dame a privilégié, a aidé Mireille qui était nouveau mort pour qu'on puisse découvrir la vérité, a commencé à faire sentir le cadavre de Mireille dans la chambre, malgré tous les pratiques que le monsieur faisait. Et apparemment, hein, entre parenthèses, apparemment, quand on est parti découvrir le corps de Mireille, elle n'était même pas pourrie, hein, elle était bien, mais elle sentait. Comment une personne qui n'est pas pourrie, la peau ne part pas, mais commence à sentir, on ne comprenait pas. Quand tu la voyais coucher sous le lit, on dirait quelqu'un qui est mort hier, là seulement. Maintenant, un jour, papa Anto sort. Quand elle a fini de parler avec sa femme, de voir sa femme était très énervée. Papa Anto a commencé à chercher des solutions. Les féticheurs ont dit, eh, là où on est là, ton cas là, c'est devenu grave. C'est soit toi-même tu meurs, soit tu tues ta mère. Papa Anto a commencé à chercher des solutions. Tellement le jour là, le matin, il était dépassé parce qu'on lui a dit la nuit. Il est sorti en oubliant de fermer la porte. Et la dame de ménage aussi qui vient faire le ménage comme ça, DMG. Hé maman. La dame pousse le mot. Elle poussait même pas à passer sa serpillère. Quand elle pousse le mot, la serpillère comme ça, là, le balai, la porte s'ouvre. Quand elle ouvre seulement bien la porte, elle a crié, Maman Nanga, yeah! Genre ma mère. Oh, le soutien du râteau, si tu aimes trop les aventures, c'est quoi encore tu cries là-bas, il y a quoi? L'enfant mongol aussi vient comme ça pour vérifier. Tout le monde était dépassé. Le sentinelle dit que, moi, je suis un homme, hein, j'ai un peu de maîtrise. Vous, les femmes, vous n'avez pas de maîtrise. Restez ici, fermez vos bouches, on ne va pas alerter le quartier. On va aller chercher la famille de la dame là pour aller leur rappeler, dire la vérité. Quand papa Anto s'est rendu compte que la chambre où Mireille était n'était pas fermée, on était à 2 mois et demi, il restait que 2 jours pour faire 3 mois. Pour qu'il sorte le cadavre là, pour partir enterrer le cadavre là. C'est là que lui se rend compte que la chambre n'est pas fermée. Oh, il a oublié de fermer la porte et le sentinelle court pour aller appeler la famille de Mireille. Ils sont à 30 minutes. Il prend moto. Papa Anto aussi, là où il est, là, seulement bloqué l'embouteillage. Vous connaissez l'embouteillage du Congo? Ah, je ne sais pas s'il y a un embouteillage comme ça ailleurs. Hein. Mais chez nous, tu peux être bloqué même pendant 6 heures, 5 heures dans l'embouteillage. 3 heures du temps. Bokelengi, Congo Kinshasa. Bloqué dans l'embouteillage là. Papa Anto cherche comment, et puis le jour là, il ne pouvait pas sortir. Il n'est pas sorti avec son comment il s'appelle, son chauffeur.
Donc, au Congo, tu ne peux pas laisser ta voiture comme ça. Tu peux laisser ta voiture, tu payes un soldat qui peut surveiller, un policier, excusez-moi, qui peut surveiller ta voiture. Mais rien ne garantit que tu vas venir trouver ta voiture pour on risque de te voler ta voiture là. Et quand ils vont essayer de voler ta voiture là-bas, ils peuvent aller faire plein des histoires. Tu vas te retrouver dans plein de merde avec. Papa, on te cherche comment faire demi-tour pour arriver à la maison. Embouteillage, le penga. Traduction embouteillage aussi, dis-moi aussi, je suis là présent. Tu vas passer par où? Hey, DMG. Le sentinelle ramène le grand frère. Le grand frère dit que hey, personne ne va bouger aujourd'hui. L'enfant de ma mère. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je sais que l'enfant de ma mère est en Europe. Comment c'est possible que l'enfant de ma mère a Kinshasa avec moi ici, dans une chambre pourrie? Vous allez m'expliquer ça calmement. Vous savez que vous, les hommes, vous avez un sang-froid. Hein? Nous, les femmes, on n'en a même pas. Le grand frère est assis. Quand papa Anto arrive à la maison, on se rend compte que toute la famille est là. Tout le monde a commencé à crier. Ndoki, Ndoki, Mobala Bibembe. Genre tout le monde commence à dire sorcier, sorcier, le mari des cadavres, le mari des cadavres. Et encore nous, Congo, la sauvagerie DMG. Elle dit que l'histoire était dépassée. L'odeur de ça. Mais l'odeur que la dame là a dit qu'elle est sentée, c'était l'odeur, vous savez, quand un rat il est mort, un petit souris qui vient de mourir. Mais l'odeur du jour là, c'était pire. Quand on appelle les ambulanciers, tout ce monde-là vient récupérer le cadavre, le service mortuaire. Le cadavre même, on dirait, il vient de mourir seulement hier. Mais l'odeur où ça dégageait. Regardez quelqu'un qui est mort depuis 3 mois. Comment c'est possible son corps n'est pas encore pourri? Expliquez-moi, Bébé, le mari des cadavres. Voilà l'histoire. La morale de l'histoire, moi, je ne sais pas, vous apprenez. Vous avez appris quoi dans l'histoire? J'espère que je n'ai pas été trop long dans l'histoire. Bonne continuation à nous. Bon courage DMG. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, je ne dis pas abonnez-vous, mais moi, je dis savonnez-vous massivement. Sur DMG TV, il y a DMG Histoire Mystique, il y a DMG, j'ai vu Production, qu'on suit déjà, mais je ne suis pas trop là-bas. Il y a DMG, donc abonnez-vous sur toutes les pages de DMG. Nous sommes là. DMG, moi, je n'ai pas de TikTok. Donc, c'est pas possible. Je préfère moi rester sur YouTube. Comme dit ma fille aînée, c'est bizarre une jeune maman qui n'a pas de YouTube, qui n'a pas de TikTok. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Donc, je suis sur mon YouTube. Et puis, voilà. Des gros bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. DMG TV, bonsoir. Bonsoir la communauté DMG TV. Ce soir, je voulais raconter une histoire que nous avions vécu en famille. Mon neveu avait une femme. Et la femme, un jour, elle a perdu son neveu. Elle est partie au funérailles. Son neveu, là, c'était le premier enfant de sa tante. Voilà, je peux dire son petit cousin. C'était son premier enfant. Et le petit avait eu son concours de police. Il était à l'école de police. Il n'était même pas encore sorti. On devait faire les sorties et l'enfant a eu coup de maladie. Il a eu un petit mal de tête. L'enfant allait se coucher, il ne s'est pas réveillé. Et sa maman dit, c'est pas possible. Donc tous ceux qui sont venus au funérailles, là, côté famille, là, vous tous, personne ne va rentrer chez lui. Vous allez partir au village. Vous allez aller passer l'épaule de vérité. Chez nous, à Yacouba, on appelle ça le glis. Tout le monde va partir prendre l'épaule de vérité, là. C'est comme ça. La femme de mon neveu aussi était parmi ces personnes-là qui étaient venues au funérailles. Donc, la mère du petit a ramassé tout le monde pour les envoyer au village. Et arrivés là-bas, ils sont passés à l'épreuve de vérité. Et la femme de mon neveu, là, le fétiche l'a attrapé. Elle et puis sa tante qui l'a envoyé à Abidjan parce qu'elle avait perdu sa mère à 2 ans. Et la dame là, que sa tante est partie la chercher au village pour le lever. Et c'est comme ça que la femme là l'a initiée en sorcellerie. Et c'est quand ils sont partis au village là-bas que le fétiche l'a attrapé. C'est ça, elle a avoué. Et c'est comme ça qu'elle a dit, les autres membres de notre famille qui sont dans la même confrérie qu'elle,
Donc, elle a raconté. Il y avait ma petite soeur dedans, côté papa. Il y avait la femme de mon papa. En tout cas, elle a dit le nom de beaucoup de personnes. Et quand ils m'ont dit ça, puisque moi, je suis à Daloa, quand ils m'ont dit ça, je venais de perdre ma petite soeur il n'y a pas trop longtemps. J'ai dit non. J'ai dit non, cette histoire-là, je ne vais pas laisser comme ça. Si la belle-fille a dit le nom des membres de la famille, ils sont dans la même confrérie, ça veut dire que ces gens-là, ils sont à la base de la mort de ma petite soeur. Donc ça, je ne vais pas laisser. Et je suis partie à Abidjan, activer cette histoire-là. Je suis partie à Abidjan. Et on a dit qu'on va envoyer ces personnes au village pour aller prendre aussi cette épée de vérité que notre belle-fille avait prise là. Donc, au village là-bas, on est parti. Ma soeur qu'ils ont citée là, ma petite soeur, et puis ma belle-mère, la femme de mon papa. Les deux sont passés à l'épée de vérité. Ma petite soeur a été... Ça a attrapé ma petite soeur. Du quoi? Celle-là, on n'a jamais entendu parler de sa sorcellerie. C'est la femme, là, au contraire. Tout le monde sait qu'elle est sorcière et les gens en parlent. Même dans son village, même là, ses parents savent qu'elle est sorcière. Et puis, pourquoi arriver à l'épée de vérité, là? On dit qu'elle n'est pas sorcière. Moi, je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que j'ai demandé au féticheur qui a fait l'épreuve, là. Bon, tu dis ma petite soeur est sorcière. Moi, je n'en disconviens pas. Je ne peux pas protéger un sorcier, mais qu'est-ce qu'elle a fait au moins dans la famille des dégâts? Parce que moi, je viens de perdre ma petite soeur là, de même maman. Donc, qu'est-ce que c'est qu'elle a participé en comment dans cette histoire-là? Moi, je veux comprendre. Le féticheur n'arrive même pas à parler, il n'a rien à dire. Il dit non. Ça là, c'est pas clair. Ça là, que moi, le verdict là, moi, je ne considère pas ça. Ça, c'est faux. Ça là, c'est un trucage. En tout cas, moi, je ne prends pas ça en compte. C'est pas vrai. Et on est venu à Abidjan. Et je poursuivais l'affaire là encore. Je dis, cette histoire-là, il faut qu'il y ait la vérité dedans. Je ne peux pas abandonner cette histoire-là. Et comme ça, c'est dans les démarches là, on va aller voir telle personne, on va voir clair dans cette histoire que dans l'un de mes voyages au village, à la recherche de cette vérité-là, il y a mon pied. J'étais à moto, mon pied a fleuré un peu. Je ne sais pas si c'est le guidon de moto ou bien quoi. J'ai eu une petite plaie. Je suis venue, je vous assure. Même quand j'ai quitté le village, ils m'ont soulevé. Ils m'ont soulevé pour me mettre dans le car. Quand je descends à Daloa, je ne pouvais pas marcher. Mon pied était enflé. Rapidement, comme ça, mon pied a commencé à pourrir. Mon pied a commencé à pourrir. Et quand je suis arrivée à Daloa, je suis partie à l'hôpital. Ils ont détecté un diabète. Que mon pied est en train de pourrir. Ça, les médecins disent, ils vont m'amputer la jambe gauche. J'ai dit non, je ne peux pas accepter qu'on ampute mon jambe. C'est comme ça que il y a une dame, une guérisseuse, m'a fait venir, mais elle m'a soigné un peu, avec la prière. J'ai fait 6 mois, hein. J'ai fait 6 mois, je ne marchais pas. Jusqu'à présent même, je vous parle là même là. Je marche encore avec une béquille. La peine n'est pas totalement guérie encore, mais ça va par rapport à avant. Et c'est comme ça qu'à l'église, moi je suis céleste. On a un visionnaire, chef visionnaire qui était quitté Abidjan, il était venu pour les prières du premier jeudi. Et c'est comme ça que le prophète l'a dit, moi ma jambe là, ils ont versé l'eau chaude dessus, en sorcellerie. Que ça là, c'est vrai que c'est le diabète, mais c'est un diabète mystique. Donc si vous engagez comment on appelle ça, régler une façon de sorcellerie, il sait que tu ne peux pas aller jusqu'au bout là. Il ne faut pas t'engager. Ou même si tu sais que tu n'es pas vraiment assise dans la prière, ou bien tu n'es pas initié là, tu ne peux pas parler les histoires de sorcellerie. Quand tu comprends il faut terminer. Et c'est dans ça même que mon petit frère même est décédé. Cette histoire de régler affaire de sorcellerie là, je voulais vraiment voir clair, poursuivre l'affaire pour voir ce qui était arrivé en réalité à ma petite soeur. Et c'est dans ça j'ai perdu mon autre petit frère. Et c'est dans ça aussi que j'ai eu une jambe qu'ils ont failli amputer. Donc c'est pour vous dire que cette histoire de sorcellerie là, on ne joue pas avec. Si tu n'es pas prêt là, il ne faut pas engager le combat là. Parce que c'est un combat, c'est très difficile. Il faut vraiment être assis dans la foi ou bien vraiment il faut t'initier. Donc là, c'était ma petite histoire que je voulais vous conter ce soir là. Partager, liker et puis
dans les commentaires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMGTV, bonjour la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire que m'a raconté l'une de mes copines. Je ne vais pas vous dire laquelle est. Donc, ça va faire... nous sommes déjà dans le 3e mois et quelques semaines comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est dernièrement qu'elle m'a raconté. Elle a dit que c'était tellement... Ça l'a tellement secoué qu'elle a vraiment dit que il gère d'abord ça en famille avant qu'elle ne me raconte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, s'il vous plaît, permettez-moi du courage à la communauté musulmane qui commence le ramadan aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous savez déjà que, bon, qu'Allah accepte nos prières. Et vous savez que le fait d'accepter nos prières, ça ne veut pas dire qu'il accepte tout ce que nous on demande. Qu'il nous donne ce qui nous permettra d'évoluer spirituellement. Vous comprenez, non? Et dans un mois, alors, on va se souhaiter bonne fête comme on a l'habitude. Et bien sûr, vous savez déjà, nous, peuple béni, peuple noir, peuple béni, nous allons nous souhaiter bonne fête tous ensemble. Que nous soyons chrétiens, musulmans, athées, traditionnalistes, on s'en fout. Nous, dans notre continent, nous fêtons toujours tous ensemble. Que ce soit les fêtes traditionnelles, Noël, Pâques, le Ramadan, on va tous fêter ensemble. Mais bien sûr, vous-même, la famille, vous savez que pendant le Ramadan, vous nous abandonnez, vous ne jeûnez pas avec nous. Mais on fait ensemble. Ok, la famille. Donc, je viens alors vous raconter l'histoire de ma copine. Qu'est-ce que ma copine dit? Elle dit que l'année passée, elle était en train de vivre une situation, mais elle ne m'a pas dit. Elle dit que c'était tellement... C'était lourd. Qu'est-ce qui se passe? Elle, lors d'un check-up comme ça, à l'hôpital, le médecin attire son attention sur le fait qu'on a découvert quelques kystes dans son utérus. Et ces kystes n'étaient pas là quelques mois auparavant parce qu'elle fait normalement 2 trucs par an. 2 check-up comme ça par an. On lui dit alors que non, ce n'était pas là il y a quelques mois de cela, on ne comprend pas. Et en plus, ça a vraiment... Surtout, il y avait 2 qui étaient vraiment très énormes. Elle dit qu'il y avait 2 qui étaient vraiment énormes. Mais elle n'avait rien ressenti. Les médecins alors programment l'opération parce qu'ils voulaient retirer et puis après pouvoir étudier ça, faire la biopsie, voir est-ce que c'est un truc, ce sont des simples kystes ou bien il y a autre chose derrière. On programme l'opération. Le jour où il faut qu'il parte, elle s'est déjà apprêtée à la maison, tout ça, on lui a même donné un médicament qu'on lui avait donné pour qu'elle introduise à l'intérieur. Le matin, elle est en route avec son mari pour l'opération. On appelle pour lui dire que non, ne vient plus. Comment ça ne vient plus? Le médecin a fait l'accident. Il vient de nous appeler, il a fait l'accident en route vers l'hôpital. Mais il n'y a personne d'autre pour opérer. On dit que non, c'est mieux. On attend pour voir un peu son état, les machins. S'il faut, on va te programmer chez quelqu'un d'autre. Mais là, normalement, c'est mieux que celui qui est ton médecin te programme. Tu es au pays, tu es avec nous. Donc, il n'y a pas le feu. La fille, elle reste tranquille. Après, on la rappelle alors pour lui dire que non, en fait, ce n'était pas aussi grave que ça, mais bon, pour être sûr, on va quand même... le choc un peu a fait que le médecin, il a un peu mal aux os, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, madame, dans une semaine, on va un peu laisser que le choc passe dans une semaine, on vous programme dans une semaine telle, je vous êtes d'accord, pas de problème, tout est établi. Le jour de l'opération, elle arrive à l'hôpital. On la prête tous les machins et tout ça. Elle est dans la chambre, elle attend qu'on vienne la prendre. Maintenant, on revient encore. Le gars était même gêné. On lui dit que, madame, le médecin vient de se faire un truc au niveau du poignet. Il ne peut pas vous opérer. Elle dit quoi? Elle dit que my sister, I was just laughing. I was just laughing. Bon, donc, ma soeur, j'ai éclaté de rire. J'étais seulement en train de rire. Je riais seulement, pas. C'était trop... C'était un style. Elle dit, something bad was smelling. Something bad was smelling. That wasn't normal. Elle dit alors, donc il ne peut pas m'opérer. On dit que non, il ne peut pas t'opérer, mais il y a un autre médecin qui va t'opérer. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça va dans 2 heures comme ça. Ce médecin, parce qu'il est en opération maintenant, dès qu'il termine, on te fait descendre. Elle a dit non. Je ne vais pas m'opérer, je ne vais plus m'opérer. On dit non, madame, tout est déjà prêt. Elle dit que non, annulé, je ne vais pas.
je dois vérifier quelque chose. Elle dit que bon, c'est un peu, son mari n'était pas trop d'accord, que non, en fait, au pays, elle a dit que jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, my sister, I'm telling you, something was wrong somewhere. C'est comme ça alors que elle rentre à la maison. Elle appelle au pays. Elle dit alors, elle explique alors à sa maman ce qui est en train de se passer, que voilà, même aujourd'hui là, je me suis pas, j'ai refusé. Cette fois, c'est moi qui ai refusé l'opération parce que voici ce qui s'est passé. Ça m'a dit quoi? Elle dit que oui, pardon, on va un peu vérifier. Elle vient d'une famille royale. C'est comme ça alors que la maman, elle appelle, ou elle appelle au village, au royaume. On dit que, attends, on va te revenir, on va vérifier. Il vérifie ça. Alors là, elle dit que elle a attendu, elle n'arrivait même pas à avaler quelque chose. Elle avait peur parce qu'elle disait que non. Comment ça, c'est généralement, c'est un petit truc. On vérifie rapidement, on l'appelle, on dit que non, ça va et tout ça, les machins. Mais elle appelle sa mère, ne refuse ses appels. Elle appelle, je dis que ok, ben, peut-être qu'elle est au téléphone, peut-être que. Finalement, c'est plus tard, très tard, la nuit, que sa mère l'appelle. Pardon, assieds-toi bien, oui. Voici ce qu'on nous dit. Effectivement, c'était quelqu'un qui avait envoyé ça. Vous connaissez les histoires de famille royale, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs trucs et tout ça. Elle n'est même pas supposée, comment dire, prendre le trône ou un truc. Qui a fait quoi par rapport, bon, elle ne m'a pas trop expliqué les trucs, c'est un truc que c'est privé. Elle m'a dit qu'ils sont encore en train de chauffer là-bas chez eux. Mais on lui avait lancé ça. Et si on l'avait opéré, la famille, elle aurait saigné à mort. Les médecins n'auraient pu rien faire. Elle aurait saigné à mort. Voilà, alors que ça matin, alors, ça se passait en novembre. Sa matin, alors, avait des médicaments à prendre et à lui envoyer. Quand les médicaments sont arrivés, on lui a dit comment expliquer ça. Il y avait elle dit qu'il fallait qu'elle se purge avec. Il y avait un autre, il fallait qu'elle fasse le lavage vaginal, là. Et il y avait un autre, il fallait qu'elle boive. Il y avait des écorces. Donc, on lui a dit comment préparer ça. Tel, il faut que tu laisses infuser tel nombre d'heures, tel nombre de jours et tout ça. Elle a fait ça, la famille. Elle dit que c'est dernièrement, ça fait 2 semaines et quelques comme ça, qu'elle est maintenant partie pour le truc final. Le médecin a encore refait un autre check-up complet. La famille, il n'y a rien. Maintenant, elle dit que c'est maintenant le médecin qui est en train d'appeler tout le temps que mamie, les écorces là, c'était quoi? Amène-nous, viens un peu nous donner ça, on va un peu aller étudier son laboratoire. Elle a dit que, oh, pardon, oh, ça, ce sont des trucs ancestrales, c'est là-bas. Maintenant, elle me dit par derrière que I told them that, but I want to see my sister. We can make business with that. Elle a dit que mamie, pardon, let's business. Ça, ce sont nos écorces. Il faut qu'on arrête souvent de donner nos trucs. C'est vrai qu'on veut aider, mais il faut d'abord que tu demandes même d'abord là-bas au village comment est-ce que tu vois, non? Et puis peut-être s'ils te donnent l'accord, alors tu leur donnes un peu, une petite quantité. Tu leur dis que voilà comment on m'a demandé de préparer ça. Mais assure-toi qu'il y a un contrat où il y a quelque chose de style que si tu veux faire les business, on ne part pas derrière toi prendre ça au pays sans passer par toi. Dans la famille, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc ma copine, elle est en train d'engager qu'elle veut faire les business. Mais sinon, la famille, vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Est-ce qu'il faut dire qu'avant d'aller vous faire opérer, allez d'abord vérifier? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Passez une bonne journée. Venez en commentaire, dire ce que vous en pensez. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si toi-même tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Les directs, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok, DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.